Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous vous savons très nombreux à nous suivre en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez d'ailleurs suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bernard Bougma, Geoffroy Vaha, bienvenue. Oui, bonjour. Merci, président. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le Burkina Faso ne s'est pas plié aux injonctions de la CEDEAO qui demande un nouveau chronogramme sur la durée de la transition. Le 25 avril 2022 avait été donné comme date butoir. Les autorités burkinabées se disent disposées à poursuivre les négociations du côté de l'institution sous-régionale. Toujours pas de déclaration officielle. Le sujet en tout cas est enrôlé à la présente convocation. Autre sujet qui sera à l'ordre du jour de la présente convocation, nous aurons la suspension du processus de recrutement du nouvel entraîneur de l'équipe A des États. Alors une décision prise par le ministère en charge des sports. En tout cas une décision qui suscite également débat et interrogation. Analyse et décryptage de ces deux sujets par les juges au siège après les avant-propos. Avant de décortiquer les sujets enrôlés pour la présente convocation, nous allons écouter votre avant-propos, juge Bougma. Merci. Mon avant-propos va concerner l'anderno politique burkinabé au Rabi Yaméogo de l'UPC, qui est longtemps resté porte-parole, fidèle parmi les fidèles du président Zéphirin Diabré, qui fait partie également de ceux qui ont entamé l'aventure avec lui. Ça fait pratiquement 12 ans cette année que l'UPC existe, donc 12 ans de vie au niveau de l'UPC, qui finalement a claqué la porte hier, donc a rendu sa démission du parti, donc de tout ce qui va avec, en lien avec l'UPC. Où va-t-il? Où dépose-t-il ses baluchons? Pour le moment, rien n'a filtré. Et je suis sûr que monsieur peut-être ira aller voir ailleurs. Mais bon, avec ce qui s'est passé comme bouleversement sur le plan politique, toutes les cartes sont rabattues, il y a beaucoup de changements dans l'air, il y a des alliances qui se tissent. Pas plus tard que ce week-end, quand nous recevions le député maire de Dori, donc l'ancien député maire de Dori, Aziz Diallo, il parlait également de cette alliance qui est en train de se nouer avec non seulement le PDS, son parti, avec le mouvement Sens, avec le PUR, avec le Parent, et qui sont en train également de s'organiser. Donc, vous voyez déjà qu'au niveau du MPP, le PPS est né. Donc, il y a une recomposition, ça ne va pas être les seules démissions ou la seule démission. C'est vrai que M. Yaméogo faisait partie des figures morales, je dis bien figures morales et crédibles de l'UPC, compte tenu de leur fidélité au parti et au président, qui sont restés stoïques et qui ont par moments endossé sur eux la responsabilité d'être très forts, d'aller très fort vers ceux qui s'en prenaient à l'UPC. Et quand on tient compte des périodes de démission, il fait partie de celui qui n'avait pas été du tout tendre vis-à-vis de M. Simboro et de ses camarades. Donc c'est aujourd'hui qu'il quitte, hier il a quitté le parti. Donc en politique aussi c'est ça. Donc il y a les réalités de la seconde d'avant ne sont pas les réalités de la seconde d'après, et tout change, tout se bouleverse. Donc ici, je dis c'est une grosse démission quand même. C'est vrai que sur le plan électif, il n'avait pas été réélu député à l'Assemblée nationale, mais c'était quand même un des cadres de l'UPC. Donc beaucoup de courage à tous les autres militants, au président Diabré, parce que ce n'est pas aussi simple de perdre certains éléments dans le parti politique, mais bon, ainsi va la vie politique sous le tropique. Donc ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est souhaiter que tout cela contribue à l'ancrage véritable de notre démocratie. Merci, juge Bouma. Juva.
Oui, merci Président. Bon, mon avant-propos va concerner un travail qui a été fait sur les prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydro-climatiques de la saison des pluies pour les zones soudaniennes et sahéliennes. Et il faut dire que cela a été organisé, c'était le 25 avril, c'est hier, non? C'était hier. Et c'est le Centre régional Agrimet du CIL, l'ACMAD, les services nationaux de météorologie et d'hydrologie, avec la collaboration de l'OMM, entendez donc organiser des grands bassins fluviaux. Et ce qu'ils nous disent est très intéressant, c'est qu'on aura ce qu'ils appellent un démarrage précoce en moyenne des choses, comment on appelle ça, des pluies, et on aura aussi de façon claire une fin tardive en moyenne de ces pluies. Donc ça va commencer un peu plus tôt, ça va terminer un peu plus tard, la saison des pluies. Et il nous faut savoir aussi que les séquences sèches seront courtes. Et quand on regarde, c'est très intéressant, dans les parties qui sont concernées, il y a bien le Burkina Faso, parce que très souvent on nous dit qu'en matière de prévision, on n'est pas souvent très renseigné et tout, mais il y a du travail qui est mené et qui est très renseigné. Quand vous lisez, ils disent que les prévisions font état également de durée de séquences sèches plus courtes, en moyenne et en début. Les risques d'inondation, ils sont clairs là-dessus, que selon les prévisions, les pluies seront abondantes, ce qui induit un risque élevé d'inondation pouvant entraîner des pertes de récoltes, de biens matériels et en vie animale et humaine. Et il y a aussi, quoi qu'on dise aussi, des recommandations qui sont faites. Il s'agit entre autres de renforcer la veille et les capacités d'intervention des agences en charge du suivi des inondations, d'éviter aussi l'occupation anarchique, comme on connaît des zones inondables par les habitations et cultures, renforcer les digues et protections et assurer la maintenance des barrages et des infrastructures routières. Il y a encore d'autres recommandations qui viennent. Et puis, concernant aussi l'élevage et l'agriculture, ce qui est proposé au regard des fortes précipitations, il demande donc d'investir davantage dans les cultures et à haut rendement tolérant vis-à-vis des conditions humides. Et ici, c'est-à-dire riz, canne à sucre, tubercules et autres éléments. Et donc, c'est un document qui est très intéressant, c'est un bon travail qui a été fait, parce que je le répète encore, très souvent on nous dit, bon, on a des gens qui sont dans des domaines bien précis, on a des climatologues et autre chose. Donc, sur certaines questions, pourquoi est-ce que ça ne sert pas notre agriculture? Pourquoi est-ce que ça ne sert pas nos populations? Il y a des travaux qui sont faits, maintenant il faut les ventiler, et c'est ça qui est très important, c'est notre rôle aussi en tant que journaliste. C'est pour ça que je l'aborde en avant-propos. Donc on aura une saison pluvieuse qui va commencer un peu plus tôt, ça il faut le retenir, terminer un peu plus tard, et les périodes sèches seront très courtes. Il y a des risques d'inondation, les constructions sur les caniveaux et autres là, c'est prévu déjà, il faut arrêter. Et même les cultures dans les zones inondables et les habitations, il faut les éviter. Après, il ne faudrait pas venir jouer le médecin après la mort avec des visites de ministres accompagnés d'autres personnes et tout le monde avec le visage et le regard hagard et le déconcerté de voir des conséquences qui ont été prévues et qui pourraient être évitées. Donc, c'est un appel, il faudrait qu'on le tienne pour dire. On a vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud très récemment, avec le nombre de morts et les images qu'on a vues. Et en plein dans ce qu'on appelle les changements climatiques, on doit en tenir compte. Et dans notre façon de vivre de tous les jours, dans nos choix d'habitation, il faut vraiment en tenir compte. Merci pour ces analyses et interpellations. Nous allons également faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation de cette émission, aussi bien à la télé qu'à la radio, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Pas de réaménagement de calendrier malgré l'ultimatum de la CEDEAO sur la transition au Burkina Faso. La date du 25 avril n'a donc pas été respectée, conformément aux recommandations de l'institution sous-régionale. Pas de réaction officielle de la CEDEAO. Les autorités burkinabées, quant à elles, restent sur leur ligne de conduite de départ. En tout cas, elles disent être ouvertes aux remarques de la CEDEAO, mais focus sur les défis sécuritaires qui sont aujourd'hui la priorité et la première priorité. Juge Vara, quand on écoute aujourd'hui ce qui a été donné, notamment le porte-parole du gouvernement, c'est un refus avec aussi un discours politiquement correct. C'est ce qu'on peut tirer comme conclusion. Non, moi ce que je vois entre les lignes, parce que pour la partie burkinabé, il faut reconnaître qu'on a toujours privilégié le dialogue. On n'est jamais allé de façon frontale avec la CEDEAO, avec quelquefois des propos comme ça cavaliers, de façon à courroucer ou à frustrer certains. Non, je pense que la dynamique ici, c'est faire le dos rond et puis de dire on comprend.
les préoccupations qui sont les leurs, mais ce qu'on leur demande aussi, c'est de tenir compte de la réalité qui est la nôtre. Je pense que c'est le discours, jusqu'à présent, qui est tenu par nos autorités. C'est un peu en filigrane ce que moi je vois. Il n'y a pas de volonté de refus, il n'y a pas de volonté d'exclure de façon, comment dire cela, de façon tranchée quoi que ce soit, mais c'est de dire on a des réalités, il faut en tenir compte. Et ce discours-là, c'est toujours le même. Sur la question de la durée, on savait que ça allait se passer comme ça. Regardez comment la durée de la transition elle est entérinée. Il y a une proposition d'abord qui est faite par les 15, comme on les appelait à un moment donné, et qui a été rallongée par ceux qui ont participé aux assises. Entériner cela, le président est venu clore les choses avec, c'était une prestation de serment, bien parce qu'il y a eu 2 dates, moi je ne sais plus qu'est-ce qui était quoi. Voilà, investiture après prestation de serment. Donc je veux dire, tout ça est venu mettre cela un peu dans le marbre et tout. Mais il y a le discours aussi, il ne faudrait pas oublier, du président d'Amiba, qui faisait état de ce que le problème crucial auquel fait face le Burkina Faso, c'est celui sécuritaire. Même les élections, il faut bien sécuriser le pays pour pouvoir le faire. Et il a dit, si on a des résultats probants avant les 3 ans, il n'y a pas besoin de poursuivre votre mesure. Donc, même dans le discours du président, il y a la porte ouverte à des négociations possibles, à des flexibilités possibles. Mais en même temps, il faut tenir aussi le discours de la réalité et du réalisme. Le Burkina a sa réalité. Et ceux qui sont aux affaires, vous prenez depuis le MPSR jusqu'à maintenant avec les institutions qu'on a, on ne peut que dire qu'ils ont convenu d'aller sur une durée, parce que la durée, ce n'est pas une question seulement de temps, c'est le contenu qu'on met avec des objectifs à atteindre. Je crois aussi que c'est de ça qu'il s'agit avec les différents points qui ont été énumérés. Je pense qu'ils sont 5 en gros, dont le premier est la question de la restauration de la partie du territoire qui n'est plus sous contrôle notamment de l'État. C'est ça aussi, c'est cette réalité-là. Donc, allons vite pour revenir à un ordre normal, c'est bien. Mais ce que la partie burkinabé, et c'est le discours que moi j'entends avec les autorités, c'est de dire, c'est bien, on est d'accord, mais allons aussi à un rythme qui soit raisonnable, parce qu'il y a des réalités auxquelles vous devez tenir compte. N'oublions pas, l'une des piques aussi que le porte-parole du gouvernement avait envoyé à un moment donné, lorsque les ultimatums étaient sortis, sur la question, par exemple, de la durée de la transition, on entendait dire qu'il serait intéressant que la CEDEAO aussi nous aide. Pour qu'on puisse atteindre ces objectifs-là, et puis peut-être que très vite, on pourrait rentrer dans les délais qui sont les leurs. Donc, je veux dire que dans ce jeu-là, ce qui est intéressant dans ce que moi je regarde déjà d'emblée, c'est qu'il n'y a pas de volonté d'aller de façon frontale. Et ça, pour moi, c'est important de le ressortir. Et même dans le discours qu'on a, même si le délai n'est pas respecté, ce n'est pas de dire on en a cure, ce n'est pas notre problème, mais c'est de dire on a nos réalités et les rappeler. D'accord. Alors, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Difficile de ne pas faire une comparaison avec la situation au Mali. Mais quand on regarde dans le fond, c'est le même argumentaire qui a été servi. Il y a la réalité du terrain, il y a la question sécuritaire. Pas besoin de courir derrière un calendrier. Alors, la différence peut être peut-être dans le discours. Geoffroy l'a rappelé, les autorités burkinabées n'y vont pas de façon frontale. Le discours, il est policé, mais dans les faits, c'est la même réalité. Oui, mais sauf qu'à la différence du Mali, c'est la date choisie par le Mali que la CEDEAO ne veut pas. Le Mali a demandé 5 ans, la CEDEAO a refusé. La CEDEAO voulait 6 mois ou 1 an. Donc, il n'arrive pas à s'accorder sur une date. Nous avons dit 3 ans. La CEDEAO ne nous a pas encore dit, et comme on appelle ça, un délai. Ils ont dit raisonnable, mais elle n'est pas très d'accord avec les 3 ans, mais elle n'a pas encore donné une date à laquelle elle tient mordicus. Étant donné que c'est un délai qui nous avait été, pour ne pas dire ultimatum, qui nous avait été donné de présenter le chronogramme et naturellement aussi de revoir la durée à la baisse, c'est sûr que la CEDEAO attend avant de pouvoir effectivement réagir. Effectivement, aux dates des délais, ni le Burkina, ni le Mali
n'ont encore trouvé de date fixe. Mais à la différence du Burkina, comme le Mali nous a dévancé dans le coup d'État, était déjà loin là-bas, en termes de négociations, il y a eu plusieurs séjours du représentant de la CEDEAO qui a séjourné au Mali, même si les missions jusqu'à présent ont été infructueuses sur la question de la date fixée pour les élections. Nous, en ce qui nous concerne, pour le moment, le représentant annoncé n'a pas encore été nommé. Je ne sais pas si nos autorités, d'abord, de façon officielle, ont dit qu'elles sont d'accord ou pas. Toujours est-il que lors des sorties, je ne pense pas que nous sommes prononcés clairement pour dire qu'on accepte ou pas un représentant de la CEDEAO ici. Donc, alors que ça fait partie aussi de ce que la CEDEAO a annoncé pour le Burkina, non seulement la libération du président Kaboré, la nomination d'un représentant, mais aussi la présentation du chronogramme. Donc il y a beaucoup d'éléments dans cette décision quand la CEDEAO s'est effectivement réunie. Donc aujourd'hui, ce représentant n'est pas encore connu. Nous n'avons pas dit si nous en voulons ou pas. Peut-être que ça a été dit, comme on appelle ça, de façon souterraine, mais en tout cas officiellement, je ne pense pas avoir entendu nos autorités sur la nomination du représentant, ou bien ça s'impose à nous, à tel enseigne qu'on n'a pas de commentaires à faire, bref. Mais effectivement, le Burkina et le Mali, c'est à peu près la même chose. On a les mêmes problèmes sur le plan sécuritaire, c'est des autorités qui se battent pour qu'on s'en sorte, des populations également qui espèrent qu'on va vite en finir. Donc la réalité, c'est qu'on a les mêmes réalités. Et le Mali traverse une période de transition, nous également. Maintenant, le Mali a fait apparemment le choix du tout militaire, est en train de s'armer, pour ne pas dire c'est armé, il va sur le théâtre d'opération en frontal. Le Mali, le choix du tout militaire a été privilégié. Les autres aspects ne sont pas à négliger, mais c'est du tout militaire que le Mali a opté comme choix pour le moment. C'est vrai que même avec l'armement conséquent, peut-être des négociations peuvent avoir lieu, c'est possible, mais le choix du Mali, quand on regarde, c'est un choix militaire. C'est un pays qui s'est suffisamment militarisé pour combattre les terroristes. Je lisais le communiqué hier ou avant-hier, où les FAMA sont tombés sur une mine, mais parce qu'un camion-citerne a été détourné par les terroristes et l'armée malienne s'est lancée à la poursuite du camion-citerne qui contenait du carburant. Donc un camion-citerne détourné et l'armée, elle s'est lancée à la poursuite des ravisseurs de ceux qui ont enlevé le camion-citerne. C'est-à-dire qu'on est à un autre niveau de combat au niveau du Mali. Nous avons dit, à l'arrivée à écouter nos autorités, à les entendre, ça allait être du tout militaire. Quand on écoute le tout premier discours de M. Damiba, cela laissait présager que ça allait être du tout militaire et que, en ce qui concerne les questions de trahison, il n'en sera pas du tout, ça ne va pas être toléré, il sera intraitable sur ces questions parce qu'on veut effectivement avancer. Mais après, on se rend compte qu'on parle de dialogue, mais pas de négociation. Bon, il y a des nuances, mais quand ils expliquent, bon voilà. Donc bref, nous avons opté de dialoguer parce que certains y sont allés, parce que la zone est occupée maintenant par des terroristes pour pouvoir surveiller vous baptiser. D'autres ont accepté que leurs enfants s'enrôlent pour leur propre sécurité, et donc parce que c'est ça aussi, donner des gages pour ne pas être pris pour cible, vous laissez également les jeunes y aller. Il y a aussi le désœuvrement et ce que cela apporte comme amélioration de conditions de vie entre griffes de ces jeunes qui ont accepté s'enrôler. Donc c'est également un problème complexe. Mais en même temps, c'est des jeunes qui sont enrôlés et même s'ils veulent revenir, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut une réinsertion, mais ces jeunes-là aussi ont fait des torts à certains membres de la communauté qui les connaissent. À leur arrivée, comment est-ce que ça va être accueilli par ceux qui ont été victimes de la violence de ces jeunes-là, qui ont éliminé leurs proches ou leurs parents, qui ont. Donc, c'est très délicat. Et donc, nous avons pris l'option de dialoguer. Mais en même temps qu'on dialogue,
on rencontre le Mali qui a fait du tout militaire. Alors, est-ce que c'est pour la même option ou bien c'est pourquoi exactement? Mais on parle moins du Niger qui est également à côté de nous. Donc, sur les théâtres, on a à peu près les mêmes problèmes. Maintenant, c'est quelle méthode on a choisi véritablement? Alors que les jeunes de la rue Ouagalaise s'attendaient à ce que M. Damiba et ses hommes partent directement parler à M. Goïta au Mali pour voir clairement ensemble qu'est-ce qui va être fait du tout militaire. Et il y a beaucoup de jeunes qui rêvaient de ça et qui attendaient cela. Ce n'est pas arrivé. Ou du moins, ce n'est pas pour le moment arrivé. Donc, est-ce que ça va aller maintenant dans ce sens compte tenu du rapprochement? Mais sur le plan de l'espace géographique, c'est je te tiens, tu me tiens. Parce que la CEDEAO sanctionne le Mali. Des pays comme le Sénégal en souffrent. Le Mali a la chance d'avoir 2 échappées, 2 corridors. La Guinée qui lui a ouvert son port, la Mauritanie également qui lui facilite les choses en termes d'évacuation des choses. Nous, si nous on est sanctionnés, quel pays va nous ouvrir ses portes? Mais en même temps, si nous sommes sanctionnés, les produits du Niger, quand ils quittent le port, passent sur notre territoire. À moins de contourner pour aller passer par d'autres circuits qui sont devenus également dangereux aujourd'hui. Comment est-ce qu'un pays comme le Niger aussi va faire? Parce que notre pays constitue un couloir d'accès. Donc, c'est possible de contourner. Non seulement ça rallonge, selon certains, de 500 à 800 km, mais il y a des zones dangereuses également à un moment donné à traverser. Est-ce que le Niger sera aussi prêt? Les opérateurs économiques nigériens seront prêts à prendre ce risque et aller vendre les produits maintenant à quel coût au Niger? Donc, il y a ces calculs-là aussi à prendre en compte, mais bref, on n'en est pas encore là, on attend. D'accord. Alors, le spectre des sanctions plane, Bernard l'a rappelé. On l'a dit dans le discours, les autorités burkinabées, en tout cas, clament leur bonne foi et se disent prêts à discuter avec la CEDEAO. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que justement la CEDEAO va franchir le pas et aller à des sanctions, surtout qu'au niveau des exigences, on avait parlé non seulement du calendrier, la date qu'il faut respecter en proposant un chronogramme clair, il y a aussi la libération du président Kaboré. Cela s'est fait même s'il y a des débats autour aujourd'hui de ces conditions de sécurisation. Est-ce que justement cet aspect-là, le respect de cette injonction-là ne peut pas peser dans la balance, dans la dynamique de la CEDEAO d'aller vers des sanctions? Non, je pense que ça pèse dans la balance parce que jusqu'à présent, le Burkina a donné des gages de collaboration. C'est ça qui est important. D'abord, sur la question, comme vous le rappelez tout à l'heure, de l'élargissement du président, l'ancien président Roch Kaboré. C'était l'une des premières interpellations de la CEDEAO. Et c'est vrai qu'on a pratiquement attendu que l'ultimatum arrive aussi à son terme pour que, il y ait des évolutions. Et rappelant que depuis déjà 3 semaines, c'est comme si les autorités n'avaient pas attendu l'ultimatum pour réfléchir sur comment est-ce qu'il fallait donner un peu plus de liberté à l'ancien président Roch Kaboré. Donc, il y a des gages qui ont été donnés. Maintenant, tous comprenions que la question de la durée de la transition allait être au moins un genre de pierre d'achoppement avec la CEDEAO. Parce qu'on a déjà vu le cas malien et on connaît plus ou moins les durées de transition voulues, notamment par la CEDEAO, très souvent. C'est 1 an, 6 mois ou plus. Et nous sommes à 3 ans, donc pratiquement le double du plafond qu'ils ont prévu. On comprend que ça allait être compliqué. Et quand vous regardez pour le cas malien, par exemple, c'est vrai que eux, c'est vraiment différent du nôtre parce qu'il y a eu 2 coups d'État, donc ils sont en transition déjà depuis un bon bout de temps. Ils ont eux-mêmes donné une première date qu'ils n'ont pas pu respecter, donc ce qui fait que ils sont un peu mal lotis là-dessus. Et quand vous regardez, ils avaient proposé d'abord 4 ans, ils sont descendus à 3 ans, puis à 2 ans. C'est ce qui était leur dernière proposition. Mais là encore, la CEDEAO qui a consenti jusqu'à 1 an ou 1 an 6 mois n'a pas voulu fléchir sur la question des 6 mois qui les séparaient en termes de proposition. Et les sanctions ont été maintenues aux grandes dames de tout le monde. Maintenant, quand vous regardez la Guinée, il leur est toujours demandé un chronogramme clair.
parce qu'on navigue aussi un peu à vue là-bas. Donc quand vous regardez, le Burkina semble un peu en fait, parmi les mauvais élèves, il semble être quand même le plus réceptif. Je crois que ça peut peser, ça peut compter dans les réactions qu'on pourrait avoir. Et n'oublions pas aussi qu'il y a une CEDEAO qui est très mal à l'aise. Vous vous retrouvez maintenant avec 3 pays qui se retrouvent être dans des transitions. Avec un Mali qui ne vous écoute plus, avec une Guinée qui vous ignore, et un Burkina qui continue au moins de vous écouter. Dans ce cas de figure, quelle posture avoir? Donner l'impression, comme on a vu avec l'ouverture des sanctions qui ont été maintenues par les chefs d'État de la CEDEAO lorsque la rencontre se fait au Ghana. On se rappelle du discours j'oublie son nom, le président ghanéen, qui disait, qui traitait les autres pays là de récalcitrants auxquels il fallait montrer le chemin. Le discours était un peu dur. C'était pas une façon de parler pour ce qui était des pays frères, ignorant presque la réalité qui nous y a conduit, parlant de la plupart de ces pays-là. On connaît Ibeka pour le Mali, c'est de n'avoir pas écouté son opposition, d'avoir permis une gabégie, une corruption qui avait atteint des niveaux insoutenables pour une population qui ne pouvait plus, avec la pression de la cherté de la vie, accepter de voir le fils d'un président qui parade un peu partout avec un certain nombre d'éléments qui sont dans l'entourage du président et qui se permettent certaines largesses. C'est ça aussi la réalité. Quand vous prenez le cas de la Guinée, c'est un vieux à qui on a dit ne continuez pas, parce que ça va être compliqué. Il a tout fait, il a maintenu son mandat, il n'a même pas pu le terminer. C'est ça aussi la réalité. Quand vous prenez le cas du Burkina, c'est la question sécuritaire qui est en train d'avoir raison d'un certain nombre d'éléments aujourd'hui. Donc ça, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Et la CEDEAO ne peut pas les ignorer. Maintenant, quand vous avez 2 pays qui vous, je ne dirais pas qui vous narguent, mais en tout cas, qui ne vous ont pas tourné le dos, mais qui ne tiennent pas compte forcément de ce que vous enclenchez comme procédure, qui sont plutôt dans la poursuite de la résilience face aux sanctions qui vont être prises. Vous vous dites, même s'ils sont, c'est des têtes brûlées, le moins récalcitrant, c'est bon de l'avoir avec nous, ça peut faire cas école. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que la posture du Burkina, elle est très intéressante. J'ai écouté le porte-parole du gouvernement qui disait qu'ils étaient toujours réceptifs aux propositions de la CEDEAO. Mais ça veut dire que ce qui reste entrouvert, c'est la possibilité de dialoguer. Parce que, comprenons quelque chose, qu'est-ce qui peut arriver si nous allons frontalement et que nous nous mettons à dos cette CEDEAO et que nous avons des sanctions? Nos pays limitrophes, on les connaît. C'est pas la Côte d'Ivoire qui va nous servir de corridor pour pouvoir avoir accès à un port. Vous savez que les sanctions de la CEDEAO, derrière, même avec le Mali, ce qui s'est passé, il y a une bonne France aussi qui pèse, il ne faut pas en va se leurrer. Et donc, il y a comme un genre de mot d'ordre, c'est très bien suivi. Ce n'est pas avec la Côte d'Ivoire on va pouvoir faire ça. Le Togo, il faut oublier. Niger, c'est pareil, ils sont tous alignés. Le Ghana, je vous ai parlé des propos du président lors du maintien de la sanction. Voilà, à Akufo-Addo, lors du maintien de la sanction contre le Mali. Ça sera vraiment difficile pour nous. Et puis, aujourd'hui, on fait face, on ne le dit pas, à une inflation des plus fortes. Il y a la question de l'insécurité qui est prégnante et qui a fait fermer beaucoup de mines d'or. La dernière en date, c'était Somita, qui compte parmi les premières que nous avions et les plus solides. C'est ça aussi notre réalité. Quand vous prenez le cas du Mali, c'est vrai que le premier produit d'exportation, comme chez nous, je pense que c'est l'or, à plus de la moitié. Mais ils ont à côté aussi ce coton-là, sur lequel ils ont travaillé. Entre les années précédentes et maintenant, ils sont passés à plus de 300% de portions de terre qui sont consacrées à ce coton-là. Parce qu'avant, ça avait été boycotté. Ils sont passés à une inversion de tendance. Ils sont passés premiers producteurs de coton. Donc, ils ont choisi un corridor pour commencer à le vendre. Donc même avec les sanctions, ils ont un minimum de comment c'est qu'on appelle ça, d'oxygène qui leur vient et qui leur permet de faire un certain nombre d'éléments. C'est bien pour ça qu'ils achètent des armes. Avec nous, qu'est-ce qui pourrait se passer? Avec les mines qui sont notre premier produit qui sont en train de fermer. Avec notre agriculture qui pâtit fortement de la crise sécuritaire parce que c'est des hommes qui plantent et qui récoltent. Et la plupart du temps, c'est pas en ville. C'est un milieu rural où l'insécurité est prégnante. Quand vous comptez le nombre de déplacés, c'est bien des gens qui viennent de ce milieu. C'est des agriculteurs, c'est des éleveurs. Comment
est-ce qu'on peut s'en sortir avec des sanctions s'il y en a. Donc on n'a pas intérêt à aller frontalement, on a intérêt à négocier, mais on a intérêt aussi à faire comprendre à la CEDEAO qu'on a des réalités. Il ne s'agit pas de faire la démocratie élective, avoir chaque fois une transition, forcer à aller à des élections, et puis 5 ans, 6 ans, 7 ans après, se revenir encore à faire, se retrouver dans une situation où on fait une autre transition. Il y a des éléments, quelquefois, de la vie de l'État qu'il faut changer de façon profonde, parce que ces transitions et ces moments-là sont l'opportunité de repenser ces choses-là. Et ça, il faut se donner le temps et les délais pour le faire. Je crois que c'est ça qui est important. Et je suis d'accord qu'il y a la question du temps qui est une réalité. On ne va pas faire une transition qui soit longue et qui permette à des gens de se vicier à un fauteuil, parce que, vous savez, le pouvoir aussi, il y a son caractère enivrant. Mais il faut aussi que ce soit une opportunité pour élaguer un certain nombre d'éléments. Mais pour ça, il faut la sincérité de ceux qui sont à notre tête. Il faut un amour vrai pour la patrie, pour vouloir résoudre les problèmes. Sinon, on risque de se faire prendre au piège. Et regardez de l'autre côté, ceux qui sont en train de mener la transition au Mali, ce n'est pas ceux qui ont commencé la transition, en tout cas à la tête. Il y a un coup d'État dans coup d'État. C'est pour dire qu'il faut qu'on fasse attention aussi pour ne pas traîner les choses en longueur, parce que c'est important pour nous de régler les problèmes qu'on a aujourd'hui, qui sont ceux sécuritaires, mais ce ne doit pas être le prétexte aussi pour pouvoir, outre mesure, allonger un certain nombre d'éléments et puis oublier d'autres questions. D'accord. Alors, l'ultimatum du 25 avril ne concernait pas que le Burkina Faso, vous l'avez rappelé. La Guinée avait également reçu des injonctions pour se conformer et proposer un chronogramme clair. À ce niveau également, ce pays ne s'est pas exécuté. On n'a pas eu forcément le même discours diplomatique à l'endroit de la CEDEAO. Finalement, quelle va être la posture de la CEDEAO? Est-ce que cette institution sous-régionale va s'engouffrer dans les opportunités de dialogue laissées entrouvertes par des pays comme le Burkina Faso, ou bander les muscles et prendre le risque aussi d'aller vers des effets économiques néfastes ou souvent non maîtrisés? On a rappelé le cas du Sénégal qui paye également un lourd tribut du fait des sanctions prises contre le Mali. Oui, en fait, sur le plan de 3 pays, c'est différent. Même nous, on n'a pas accédé totalement. Même le président Kaboré, il a changé de lieu de détention, il n'est pas libre. C'est 2 choses différentes. Il a juste été déplacé de où il était en résidence surveillée pour être détenu maintenant chez lui. Monsieur n'est pas libre de ce mouvement, il est toujours gardé. C'est très différent. Donc, changement de lieu de détention, mais dans les mêmes conditions de détention. Maintenant, en ce qui concerne les autres aspects du Burkina, c'est le chronogramme qui est attendu, avec certainement de revoir la date, le délai, parce que c'est 3 ans, nous on a fixé, mais c'est des autorités également qui sont subtiles au niveau du Burkina, qui disent que même que si la situation s'améliore, on pourrait organiser les élections avant ces 3 ans. Ce qui est vrai, c'est que effectivement, sous le mandat du président Kaboré, les élections avaient été reportées compte tenu des questions sécuritaires. Et ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, la situation, c'est encore détérioré. On a perdu d'autres localités. Alors, comment on organise les élections dans 1 an, dans 6 mois ou dans 1 an et demi dans ces conditions? Est-ce qu'on est vraiment sûr que le niveau de sécurisation pourrait atteindre des données optimales, à telle enseigne qu'un candidat peut aller sans risque, même dans des chefs-lieux de province et ou de région par moment, tenir une campagne, un meeting et revenir sereinement à son QG. C'est d'abord de pouvoir atteindre même le chef-lieu de région. Ça, c'est déjà compliqué pour certaines localités, où les déplacements des têtes couronnées deviennent très difficile. Donc, il y a une réalité terrain qui est là. Et en ce moment, effectivement, quand nos autorités disent qu'elles veulent de la CEDEAO un appui pour pouvoir contrer le terrorisme, je suis d'accord avec cette proposition. Si vous voulez qu'on aille aux élections, aidez-nous à sécuriser, de sorte pour que ces personnes-là qui veulent aller battre campagne puissent le faire sereinement. Et que les populations puissent sortir également sereinement, aller s'arrêter, écouter un discours d'un candidat et repartir allègrement chez elles.
Si la population n'arrive pas à faire ça, le candidat lui-même n'arrive pas à faire ça, va se contenter des chefs-lieux de région non touchés. Vous devenez président dans ces conditions-là de quel pays et de quel peuple? Lors des dernières élections présidentielles et législatives au niveau du Burkina, on s'est consolé, on a tenté de bricoler pour tordre le cou, modifier le code électoral et les textes qui vont en la matière pour pouvoir tenir les élections présidentielles et législatives. On a changé parce qu'on ne pouvait pas aller partout et tout le monde ne pouvait pas voter. Pour les municipales, on était également en train de faire pareil pour que les déplacés internes votent dans leur lieu de résidence actuel. Et l'opération d'enrôlement que la CENI avait lancée, elle a suspendu parce qu'on ne peut pas aller sur le terrain. Donc ça, ce sont des données claires. Ça, ce n'est pas des choses à discuter. Donc, maintenant, par rapport à ceux qui sont au pouvoir, est-ce que ce délai-là, donné seulement pour aller aux élections, c'est raisonnable de dire dans un an, on va faire comme le Mali. Quand le IBK prenait son premier mandat, c'était dans des conditions où le Mali avait perdu une bonne partie du territoire. Le deuxième mandat, le Mali avait encore perdu davantage de territoire. C'est pendant les législatives d'ailleurs que le chef de file de l'opposition a été enlevé, Soumaïla Cissé. Donc, est-ce que nous pouvons nous offrir ce luxe-là? Même si je fais partie de ceux qui disent que dans les 4 objectifs donnés par le Premier ministre, il manque le retour à une vie constitutionnelle normale. Et on m'oppose toujours que les élections, j'ai dit non, parce que même quand l'objectif de retour des personnes déplacées internes, on n'a pas donné un délai. On n'a pas dit dans 6 mois, on n'a pas dit dans 2 ans. Donc pour la question électorale, ça va être dans 10 ans au moins, qu'on mette ça comme un objectif, c'est clair. Donc ici, ça c'est le cas du Burkina. Pour le cas du Mali, qui a pris également l'option militaire. Ce qui reste pour le cas malien, c'est la date des élections. Il n'y a plus de président en détention ou on demande de libérer. Donc, le Mali aujourd'hui, ce que la CEDEAO attend et ce que la communauté internationale attend, c'est beaucoup plus la date des élections. La Guinée, c'est pareil. Mais les 2 pays, c'est différent. Mali, Burkina, c'est différent. Le Guinéen, lui, il sort et puis il dit qu'il n'est pas d'accord. Point. Le Mali est sanctionné, il dit lui n'était pas au courant, on ne l'a pas associé. Alors que Doumbouya sait très bien que son pays est suspendu à cause de son coup d'État. Et puis, dans ces conditions, il sort et dit nous n'avons pas été du tout associés, on a appris ça comme ça. Donc on ne se reconnaît pas dans les décisions. Point. Et puis il dit Mali, je vous offre mon port. Et il assit. Lors des dernières injonctions encore, il dit eux ils n'ont pas été associés aux décisions, donc il ne se reconnaît pas dans les décisions. Au moins, lui, il a choisi frontalement. Entre la Guinée et le Burkina, les réalités ne sont pas les mêmes. Parce que là-bas, il y a un président maintenant qui est libre de ce mouvement. Ils ont même fait un communiqué là-dessus. Donc, ça, cette question est réglée. Maintenant, c'est la date des élections. Parce que lui, il n'a pas affaire à des attaques terroristes. Il n'a pas affaire. C'est que son combat aujourd'hui, c'est un assainissement de la vie politique guinéenne. Il y en a qui sont stressés par rapport à leur gestion antérieure. Certains opposants, comme celui d'Alain Diallo, qui avait applaudi le coup d'État, pensant pouvoir s'en sortir, a même vu son domicile personnel rasé et il est épinglé sur d'autres dossiers et il est en train de voilà. Donc, pour le cas guinéen, les enjeux sur le plan sécuritaire, c'est différent du Mali et comme on appelle ça, eux du Burkina Faso. Mais bref, c'est une CEDEAO qui attend des élections. Mais pour conclure, que vous avez posé la question, mais est-ce que la CEDEAO, comment finalement la CEDEAO va faire? C'est sûr que peut-être on aura un sommet extraordinaire encore pour se pencher sur le cas de tous ces 3 pays qui n'ont pas respecté, parce que les 3 pays n'ont pas respecté les délais au même moment. Donc c'est sûr qu'on aura un sommet. Et qu'est-ce que la CEDEAO peut faire? Nous, c'était des sanctions économiques qui étaient annoncées. Est-ce que finalement ça va être acté ou bien il y aura une prochaine échéance? Pour le monde, on ne sait pas, on attend. En tout cas, la question reste entière, on l'a dit. La CEDEAO n'a pas encore donné une déclaration officielle sur la question. Nous allons suivre de très près cette actualité-là. Pourquoi pas enrôler une fois de plus la question au tribunal de l'actualité. Nous allons passer à un deuxième sujet. Cette fois-ci, nous allons parler sport avec un rebondissement dans le processus de recrutement du nouvel entraîneur de l'équipe A des Étalons. Le ministère des Sports a mis son droit de veto et a suspendu le processus. Alors, juge, est-ce que c'est une surprise quand on
On écoute ce que certains disent par rapport à la mise en place du comité qui a choisi justement ce sélectionneur-là. Bon, c'est pas une surprise, mais quand je dis c'est pas une surprise, ce qui n'est pas une surprise, c'est que ce sont encore remis en cause. Parce que la plupart des décisions de la fédération, depuis ce qu'on sait en termes de clivage interne, tout est remis en cause. Parce qu'il y a un élément central au niveau de la fédération, c'est bien le comité exécutif. C'est là-bas où il y a crise, c'est là-bas où il y a dissidence. Et c'est ce comité exécutif-là qui, problématiquement aussi, doit permettre un certain nombre d'éléments. Même quand vous prenez, avant d'en venir même à la désignation du nouveau sélectionneur, quand vous prenez la convocation de l'Assemblée générale, les autres ont esté encore pour annuler la décision de convocation. Parce que je pense que les textes disent que l'Assemblée générale extraordinaire est convoquée, l'Assemblée en tout cas générale est convoquée sur proposition du comité exécutif, lequel ne s'est pas réuni depuis février. En tout cas, de ce qu'on sait officiellement. Avec comment dire cela, tous ses membres, dissidents y compris. Donc, ça devient problématique. Et donc, les dissidents continuent toujours du fait de la résistance en interne en remettant en cause tout élément qui, dans son processus, mettrait le comité exécutif à jouer un rôle. Ce qui est de bonne guerre pour ce qu'ils sont en train de faire comme jeu là-bas. Quand vous prenez aussi la désignation du nouveau sélectionneur, c'est pareil. Je pense que la commission elle est mise en place par le comité exécutif encore. Ça va poser problème. Et on se rappelle que dans la tentative de rapprocher les différentes positions antagonistes au sein de la fédération, le ministère des Sports avait entrevu des rencontres. Et de ce qui nous serait revenu, c'est que même la question de l'Assemblée générale, qui déjà était dans les tuyaux et annoncée en termes de volonté de convocation par le président de la fédération qui voulait régler son problème une bonne fois pour toutes avec les dissidents, eh bien, on lui a demandé de surseoir à cela. Le temps de pouvoir trouver comment est-ce qu'on peut arrondir les angles. C'était la dynamique qui avait été voulue par le ministère. Mais pourtant, ce qu'on a remarqué après, c'est que le président de la Fédé a convoqué cette assemblée générale. Maintenant, on passe au forceps pour désigner encore un entraîneur. N'oublions pas aussi que le processus même par lequel Kamou Malo a été débarqué n'a pas fait aussi l'unanimité et a été contesté. Donc on est dans ce, je ne sais pas si on peut appeler ça un forcing. Il y a un président qui dit être dans ses droits pour le faire. Il y a des dissidents en interne qui disent on fait partie d'une commission exécutive, on fait partie d'un organe par lequel on dit être passé, alors que de réunion, de ce que nous savons, il n'y en a pas et que donc ça ne respecte rien. Mais moi je pense que le problème ici il est un peu grave parce que quand vous regardez comment est-ce qu'on peut en sortir, si ce n'est pour une fois en allant à une assemblée générale extraordinaire, est-ce qu'il faut demander à Bansé de continuer avec les cailloux qu'il a dans la chaussure jusqu'à la fin? Ça sera difficile. C'est lui qui a été élu aussi, quoi qu'on dise. Maintenant, est-ce que ce n'est pas un peu sa faute aussi de n'avoir pas pu ratisser large et d'avoir pas pu contenter ceux qui étaient en odeur de sainteté avec lui au départ? Maintenant, si vous êtes tous courageux, pourquoi ne pas convoquer une assemblée générale où on va remettre même la question de maintenir Bansé aussi en question? Parce que là où on est, ça commence à devenir très compliqué. Mais moi, ce qui me désole un peu, c'est que quand vous écoutez les uns et les autres, ça revient à deux personnes. L'ancien président de la fédération, Sita Sangaré, et le nouveau président, qui l'avait soutenu d'ailleurs. Et c'est ces bagarres-là qui, par personne interposée et par ricochet, sont en train de pourrir l'atmosphère au niveau de la fédération. Disons les choses comme elles sont. Mais je disais dans un post que je faisais sur ma page officielle, est-ce qu'on devrait, on devrait réduire notre football à ça, à deux égaux, à la bagarre entre deux personnes ou à des incompréhensions? Voilà que le ministère est dans une posture bien inconfortable. En voulant jouer le pompier, ils viennent, d'abord ils sont facilitateurs, mais avec les postures auxquelles ils s'obligent, ils commencent à être partis au problème. Parce que si la fédération avec son président prend des décisions et que vous les suspendez, vous vous positionnez aussi autrement. Donc le ministère est presque comme dans la danse et comme dans le clivage. Maintenant, voilà qu'on est dans une situation qui est difficile.
on a les éliminatoires qui vont venir, on a un sélectionneur presque désigné, ou si ce n'est pas du tout. Comment est-ce qu'on se prépare sereinement pour cette CAN-là? Et puis, bon, on connaît comment ça fonctionne. Dans la plupart des pays qui ont connu des meurtrissures, qui sont dans des situations difficiles, ce sont ces petites choses-là auxquelles on s'accroche pour avoir encore un peu d'espoir et puis oublier certains éléments. Mais là encore, ils sont en train de nous torturer. Dans des guéguerres, on n'a pas fini. Je me pose la question, comment est-ce qu'on va en sortir? Puisque le ministère lui-même est en train de se mêler les pinceaux maintenant dans cette affaire, ça devient compliqué. Et ça, je ne sais pas si la solution c'est demain la veille. D'accord. Alors, parlant justement de la décision du ministère, on a vu dans un article publié par nos confrères lefaso.net la réaction du ministre qui estime que c'est une prise de responsabilité, en tout cas cette décision-là, et estime que c'est aussi pour jouer la carte de l'apaisement et permettre à l'environnement de s'améliorer, de s'apaiser au sein de la fédération. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir l'effet contraire, que la machine soit grippée, qu'on soit définitivement dans un engrenage? En fait, dans cette situation que moi je qualifie d'arnaque dans le football, c'est ça. On vous dit que les fédés sont des associations. Et en même temps, vous avez des supporters à côté, passionnés, qu'on prend en otage. Et vous devez faire avec. Nous, aujourd'hui, nous supporters, si nous-mêmes on pouvait virer tout ce comité exécutif et remettre les choses, les pendules à l'heure, on allait le faire. Mais nous, on ne peut pas. Le ministère ne peut pas. Et c'est ça le problème. Alors que il y a des échéances qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait? Le salaire du sélectionneur, l'équipe d'encadrement, c'est payé par le ministère. Mais c'est la Fédé qui recrute. Vous recrutez, mais c'est M. Vaha qui paye. Mais vous ne demandez même pas à M. Vaha, bon, moi je suis en train de recruter quelqu'un, vous êtes disposé à payer jusqu'à combien pour que je puisse tenir compte dans le choix? Mais le contrat se signe entre vous et celui que vous avez recruté. Mais c'est lui qui doit payer. Et on lui demande que si ça ne va pas, il ne peut pas vous virer aussi. C'est quoi cette affaire-là? La Fédé ne paye pas. C'est le ministère qui paye, mais n'est pas associé jusqu'à un certain niveau. Donc, imaginons que le sélectionneur qui devait d'ailleurs normalement arriver aujourd'hui signe le contrat, le recours qui était déposé contre la procédure, si ça prospère, c'est bloqué, le contrat est déjà signé. L'État burkinabé répond en justice. M. Veloud va dire, moi j'ai déjà signé mon contrat, c'est une rupture abusive. C'est vrai, vous avez des problèmes entre vous, mais débrouillez-vous. En attendant, j'ai un contrat qui a été formellement signé. C'est des engagements, vous allez me payer. Et puis c'est un CDD. La loi en la matière, avec tout ce qui va comme dommage et intérêt. Dans ces conditions-là. Donc, nous sommes dans un imbroglio total. Où c'est une affaire de je te tiens, tu me tiens. Et c'est comme je l'ai dit, la Fédé a trouvé du nouveau boulot. C'est comment ceux-là vont tomber, c'est comment lui là il va partir, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est quelle nouvelle intrigue on trouve. Et puis nous les supporters, nous sommes dans le décor. Donc, c'est très compliqué. Donc il y a un ministère aussi qui dit, écoutez, je ne veux plus vous voir devant les tribunaux pour régler vos questions. Ce problème, vous êtes suffisamment grand, parlez-vous. Mais il y a un président qui est convaincu que seul une AG peut départager. Et qui, à la première convocation, quand on regarde, c'est le secrétaire général qui a signé. Et pour beaucoup, c'était une grosse bourde d'ailleurs, puisque le secrétaire général ne peut pas convoquer. Déjà, sur le plan des procédures, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est vraiment bloqué. Alors que je dis bien, il y a des échéances qui arrivent. Les étalons juniors en éliminatoire le 7 mai. Les cadets en éliminatoire le 11 juin, les étalons A en éliminatoire en fin juin. C'est ce que j'ai vu sur la part du journaliste sportif Bila. Mais la réalité, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans une fédé qui est dans une impasse totale. Mais tout ça, je pense que ça tient à une chose, hein. C'est les querelles de leadership, les problèmes d'ego. Sinon, on ne devrait même pas en arriver là. Et comme on dit, c'est une association, les associés ne s'entendent pas. Maintenant, comment est-ce que on fait? Et on a péché dans les méthodes. Les premières erreurs également de M. Bansé aussi, c'est de vouloir se démarquer de personnes, mais qui a péché dans la procédure et qui a été rattrapé. Sinon, je pense qu'une partie du problème a été réglée. Mais comme lui, il a péché dans la méthode, il a été rattrapé et après,
en réunion, chacun se réorganise comme il peut. Mais bon, voilà comment le ministère a tenté. M. Drabo, quand il est arrivé, il les a reçus. Il dit, bon, écoutez, je pense que c'est mieux de taire les divergences, repartir calmement, vous parler, et puis avancer. À la sortie, M. Bansé était convaincu que sauf une AG peut, compte tenu des positions actuelles tranchées, une AG peut régler le problème. Sauf que les convocations de l'AG également sont soumises à des conditions. Qui si elles ne sont pas remplies, ça peut être retoqué. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est quelle est cette association dont les textes ne sont pas suffisamment clairs pour régler ces cas de conflit-là? Après plusieurs années d'expérience, notre Fédé a traversé plusieurs crises, est très expérimenté sur la gestion des crises. Donc normalement, je pense qu'on aurait pu trouver une parade pour régler ces questions-là. Malheureusement, je dis bien, dans le fonctionnement, le ministère des Sports n'intervient pas dedans. Sinon, le Burkina est suspendu, c'est un comité de normalisation aux conséquences inimaginables et puis ça va créer de nouveaux problèmes. Mais à l'allure où vont les choses, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Maintenant, c'est une équipe qui a besoin de sérénité, alors qu'il y a beaucoup de matchs à l'intérieur. Au niveau du comité exécutif, c'est Bansé contre ses détracteurs, ça c'est un match. Au niveau des agents des joueurs, Sonda l'a dit la dernière fois, là-bas aussi il y a un derby entre les agents des joueurs, entre les joueurs même entre eux, il y a un autre classico qui se joue. Donc on a plusieurs matchs à l'intérieur. Entre l'ancien président de la fédération et Bansé. C'est un classico pour ne pas dire un derby également qui est là, qui se joue. Entre Aristide Bansé, ancien joueur, aujourd'hui team manager, et ses anciens coéquipiers également, il y a d'autres matchs. Ce sont les nouveaux matchs de la Fédé. C'est le ballon actuellement qu'il joue. Et c'est ce boulot-là que la Fédé a trouvé. Et on n'a pas de sélectionneur dans ces conditions. Alors que, et il y a d'autres procédures judiciaires. Vous voyez que Aristide Bansé doit répondre devant la justice par rapport également à son direct qu'il a fait. Bon, président, franchement, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que pour nous autres qui pouvons prendre le recul à un moment donné pour le football, on peut le faire. Nous autres, on va encore décrocher. Alors, crise au sein de la FBF et suspension du processus de recrutement du nouvel entraîneur des étalons A et le respect de l'ultimatum donné par la CEDEAO sur le nouveau chronogramme de la durée de la transition. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour la présente convocation. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain avec la mission. Poser la même mission, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.